Personne n'est sûr de l'identité du tireur de Trump. Pas même ses amis et encore moins le FBI. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à déjouer tous les pronostics. A-t-il vraiment été victime d'intimidation? Était-il vraiment un solitaire? Ou était-il un homme ayant un lien sinistre avec un endroit comme BlackRock? Il y a tellement d'informations qui circulent que tout le monde s'agite et que la Chambre des représentants est furieuse. Pour ajouter au drame, il existe des preuves qu'il pourrait être lié à Ethan Crumbley, un tireur de masse. L'affaire qui entoure Crook est franchement chaotique, mais dans cette vidéo, je vais donner un sens à tout cela, ce que disent les amis du tireur de Trump. Thomas Matthew Crooks était autrefois un jeune homme tranquille, mais aujourd'hui, son nom est lié à un assassinat. Pour ses amis du lycée de Bethel Park, une école dont il est sorti diplômé en 2022, il a choqué tout le monde avec ses actions lors du rassemblement de Trump. Le district scolaire de Bethel Park a exprimé sa profonde tristesse et s'est engagé à coopérer pleinement à l'enquête. Il a souhaité un prompt rétablissement à M. Trump et aux autres personnes blessées ou affectées par la tragédie, et a présenté ses condoléances à la famille de la personne décédée. Mais les anciens camarades de classe de Crooks ont eu du mal à comprendre comment il avait pu faire quelque chose d'aussi horrible. Jamison Myers, qui connaissait Crooks depuis l'école primaire, l'a décrit comme une personne solitaire mais gentille, qui ne parlait jamais de politique. Il aimait la guerre des étoiles et était perçu comme un homme sympathique, voire gentil. Même cette vidéo qui le montre prétendument intimidé semble être un jeu inoffensif entre amis. Il est intéressant de noter que Crooks a essayé de rejoindre l'équipe de tir du lycée, mais qu'il a été rejeté parce qu'il était un mauvais tireur. Il n'a pas seulement échoué à intégrer l'équipe, on lui a demandé de ne pas revenir parce que son tir était considéré comme dangereux, a déclaré Myers. Un autre membre de l'équipe l'a confirmé, affirmant que Crooks n'était pas fait pour l'équipe et qu'il tirait très mal. Monsieur Crooks était également membre du Clairton Sportsmen's Club, mais l'avocat du club, Robert S. Boutet III, a refusé de faire d'autres commentaires en raison de l'enquête. Le club a condamné la violence et présenté ses condoléances aux victimes, dont l'ancien président Trump. Ses camarades de classe ont toujours décrit Crooks comme quelqu'un de calme et d'intelligent. Un élève, qui était assis derrière lui en cours de statistique AP, a noté qu'il était toujours bon en maths et en sciences. Zoé Materkovsky, une autre camarade de classe, l'a qualifié de gamin tranquille. Jason Kohler, qui a été diplômé un an avant Crooks, a déclaré que ce dernier était un solitaire qui s'asseyait souvent seul à l'heure du déjeuner. Un autre camarade de classe, qui prenait le bus avec Crooks et partageait les mêmes cours, l'a décrit comme un garçon sympathique mais calme, qui s'intéressait à la construction d'ordinateurs. Ce camarade a été choqué d'apprendre que Crooks était le tireur, déclarant « Il n'avait pas l'air d'être du genre à faire ça ». Et honnêtement, il semble normal, avec un humour assez classique de garçon de 17 ans. Cependant, un autre camarade de classe a décrit Crooks comme quelqu'un qui portait souvent des vêtements de camouflage ou de chasse. Juliana Grooms, qui a été diplômée un an après lui, se souvient que Crooks fixait un regard vide lorsque quelqu'un lui adressait la parole. Elle a ajouté que les gens pensaient qu'il pouvait être le genre d'élève qui causerait des problèmes à l'école. Cependant, les enquêteurs n'ont pas trouvé de manifeste ou de preuve que Crooks avait des opinions politiques bien arrêtées. La question reste donc entière. Pourquoi Thomas a-t-il craqué? Il semble qu'il n'y ait pas de grand motif, mais il est possible qu'il ait posté quelque chose en ligne pour signaler ses actes. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant chez Thomas, c'est sa fascination pour le célèbre tireur de masse Ethan Crumbley. Ethan Crumbley, aujourd'hui âgé de plus de 18 ans, purge une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour la fusillade dévastatrice qui a eu lieu au lycée d'Oxford, dans le Michigan, en novembre 2021. Apparemment, à l'âge de 15 ans, Crumbley a tué 4 étudiants et en a blessé 7 autres. Ses parents, James et Jennifer Crumbley, ont également été reconnus coupables d'homicide involontaire pour n'avoir pas sécurisé leurs armes à feu et n'avoir pas réagi au comportement inquiétant de leur fils. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans la vidéo, mais dans les jours qui ont précédé sa tentative d'assassinat de Trump lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet, Crooks a fait des recherches approfondies sur Crumbley. Pourquoi a-t-il fait cela? Votre opinion est aussi bonne que la mienne. Outre Crumbley, l'historique des recherches de Crooks sur Internet comprenait des photos de Donald Trump et de Joe Biden, des informations sur la Convention nationale du Parti démocrate, DNC, et des sujets liés aux troubles dépressifs majeurs, comme l'a rapporté le New York Times. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a fait part de ses conclusions lors d'une audition au Congrès, en soulignant l'ampleur de l'enquête menée sur les antécédents de M. Crooks. Les agents fédéraux ont mené 200 entretiens et examiné 14 000 images du téléphone de M. Crooks, s'efforçant de reconstituer le mobile de la tentative d'assassinat. Mais malgré cela, à part cette fascination, il n'y a rien eu de substantiel. L'attaque, qui a entraîné la mort de l'ancien chef des pompiers volontaires de Buffalo Township, Corey Comperatore, 50 ans, et blessé grièvement David Jake Dutch, 57 ans, et James Copenhaver, 74 ans, a laissé le monde en état de choc. Pendant des jours, toutes les grandes chaînes d'information ont relayé cette nouvelle. Mais que s'est-il passé exactement ce jour-là? Le coup de feu entendu dans le monde entier. Au cours d'une soirée à la fois triomphale et tragique,
l'ancien président Donald Trump a raconté avec force le moment déchirant où il a été la cible d'une tentative d'assassinat lors de son discours d'acceptation de l'investiture du GOP pour l'élection présidentielle à Milwaukee. Il s'agissait de son premier grand discours depuis l'événement choquant survenu lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, quelques jours auparavant. Avec un bandage couvrant son oreille droite blessée, Trump a décrit la soirée en détail. C'était une belle soirée, avec de la musique et une foule enthousiaste. Il venait de commencer à parler des réalisations de son administration lorsqu'un violent bruit de sifflement a traversé l'air. M. Trump ressent une vive douleur à l'oreille et se rend compte qu'on lui a tiré dessus. Le sang s'écoulant de la blessure, il s'est laissé tomber au sol, tandis que de courageux agents des services secrets le protégeaient. Dans une extraordinaire démonstration de calme, la foule massive n'a pas paniqué et ne s'est pas bousculée. Au contraire, elle est restée sur place, cherchant le tireur et le signalant aux autorités. Cette bravoure collective a permis d'éviter d'autres victimes. Au fil de l'enquête, un portrait troublant du tireur, Thomas Matthew Crooks, s'est dessiné. Crooks, un jeune homme de 20 ans originaire de Bethel Park, en Pennsylvanie, a été identifié comme le tireur qui a tenté d'assassiner Trump, causant la mort du pompier Corey Comparatore et blessant 2 autres passants. Malgré des enquêtes approfondies, le FBI n'a pas encore déterminé de motif clair, bien qu'il considère l'incident comme un acte potentiel de terrorisme intérieur. Crooks, un électeur républicain inscrit sur les listes électorales et au parcours apparemment ordinaire, n'avait pas d'affiliation militaire connue et venait d'obtenir un diplôme du Community College of Allegheny County. Il avait prévu de s'inscrire à l'université Robert Morris à l'automne et travaillait comme aide diététique dans un centre local de soins infirmiers et de rééducation. Son employeur, Marcy Grimm, a même été choqué par son implication, affirmant que Crooks avait passé avec succès une vérification de ses antécédents et qu'il s'était acquitté de sa tâche sans problème. Des enquêtes complémentaires ont révélé que l'arme à feu utilisée lors de l'attaque, un fusil de type AR-15, avait été achetée légalement par le père de Crooks en 2013. Le jour de la fusillade, Crooks a acheté 50 cartouches et en a tiré jusqu'à 8 depuis un toit situé à une distance de 200 à 300 mètres. En outre, les enquêteurs ont trouvé 2 engins explosifs improvisés dans sa voiture et un autre à son domicile. La tentative d'assassinat de Donald Trump peut sembler un acte de violence politique choquant et sans précédent. Pourtant, l'histoire des États-Unis est jalonnée de nombreuses tentatives d'assassinat de ses présidents, en exercice ou non. La violence politique est en effet affligeante, et bien que l'atmosphère de la politique américaine ait radicalement changé depuis la campagne de Barack Obama contre John McCain en 2008, où les 2 candidats ont défendu l'honneur de l'autre, les tentatives d'assassinat ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Certains pensent que la fusillade de Trump est la première du genre depuis la célèbre tentative d'assassinat du président Ronald Reagan par John Hinckley Jr. en 1981. Il s'agit toutefois d'une idée fausse. Tous les présidents depuis Reagan ont fait l'objet de menaces de mort. En 1993, un groupe de 17 personnes au Koweït a comploté pour tuer le président George H.W. Bush à l'aide d'une voiture piégée lors de sa visite. Heureusement, le complot a été déjoué. Heureusement, personne n'a été blessé. En 2005, lors d'un rassemblement à Tbilissi, en Géorgie, une grenade a été lancée en direction du président George W. Bush. Heureusement, elle n'a pas explosé. En 2011, une balle a frappé la Maison-Blanche alors que le président Obama était en fonction. Elle a été découverte dans une fenêtre du quartier résidentiel où résidait la première famille. Le tireur, un jeune homme de 21 ans, avait qualifié Obama d'antéchrist. Même le président Joe Biden a fait l'objet de menaces importantes. En 2020, les autorités ont arrêté un jeune homme de 19 ans en possession de fusils, d'une arme de poing, d'explosifs et de matériel pour fabriquer des bombes. Il avait également publié des messages en ligne sur la question de savoir s'il devait tuer Joe Biden et avait cherché l'adresse de son domicile. En novembre 2023, quelques heures avant l'arrivée du président Biden dans l'Utah, un homme accusé de l'avoir menacé est abattu par des agents du FBI. Ainsi, comme vous pouvez le constater, les tentatives d'assassinat de présidents ou de candidats à la présidence ne sont ni nouvelles ni uniques, surtout lorsqu'elles sont le fait de jeunes individus souvent décrits comme des solitaires. C'est ainsi que Thomas Matthew Crooks, le jeune homme de 20 ans qui a tenté d'assassiner Trump, a été décrit par ceux qui le connaissaient. Mais évidemment, l'éléphant dans la pièce est la question silencieuse. Les démocrates sont-ils responsables de cet acte? Trump et Biden ont échangé des mots durs, Trump accusant Biden d'essayer de renverser les États-Unis, et Biden qualifiant Trump de véritable menace pour cette nation. S'il s'avère que M. Crooks a été influencé par des idéologies politiques alignées sur M. Biden ou des mouvements progressistes, les démocrates et la campagne de M. Biden seront soumis à une pression considérable pour modérer leur rhétorique. Bien que M. Biden ait suspendu ses publicités de campagne par respect pour les récents événements violents, il n'est pas certain qu'il puisse maintenir cette position aussi longtemps, en particulier compte tenu de sa position actuelle derrière M. Trump dans les sondages. Sa campagne repose en grande partie sur l'argument selon lequel son second mandat est nécessaire pour empêcher Trump de revenir à la Maison-Blanche.
Mais maintenant que Joe Biden s'est retiré et a soutenu Kamala Harris, les choses vont devenir de plus en plus intéressantes. Néanmoins, une question demeure dans tous les esprits. Qui est responsable de la fusillade? Qui est responsable de la fusillade? Après la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump, beaucoup s'interrogent. Qui est à blâmer pour les actes de Thomas Crooks? Le tireur de 20 ans s'était beaucoup intéressé aux détails de la tristement célèbre fusillade du lycée d'Oxford et à ses conséquences, où les parents d'Ethan Crumbley ont été tenus pour responsables du crime horrible commis par leur fils. Un sort similaire pourrait-il attendre les parents de Crooks? Thomas Crooks avait fait des recherches sur le cas d'Ethan Crumbley, le tireur du lycée du Michigan qui, à 15 ans, a tué 4 élèves et en a blessé 7 autres. Mais un aspect intéressant de l'affaire est que les parents de Crumbley, James et Jennifer, ont été reconnus coupables d'homicide involontaire pour ne pas avoir sécurisé leurs armes à feu et ignorer des signes d'alerte clairs concernant le comportement troublant de leur fils. Cette affaire novatrice a créé un précédent en tenant les parents légalement responsables des actes violents de leurs enfants. Vient ensuite la question suivante. Les parents de Thomas Crooks peuvent-ils être tenus pour responsables de ces actes? Les experts soulignent qu'il est encore trop tôt pour déterminer si les parents de M. Crooks pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Contrairement au Michigan, la Pennsylvanie ne dispose pas de loi stricte en matière de stockage sécurisé, ce qui complique la possibilité de poursuites pénales. Matthew Crooks, le père de Thomas, a pris une mesure cruciale avant la fusillade. Inquiet des allées et venues et du comportement de son fils, il a appelé la police. Depuis, la famille coopère avec les enquêteurs fédéraux. Le fait d'avoir contacté les forces de l'ordre pourrait être un facteur important dans l'évaluation de leur culpabilité juridique. En revanche, le fusil de type AR utilisé lors de l'attaque appartenait à Matthew Crooks, qu'il avait acheté légalement en 2013. Les questions clés pour les procureurs seront les suivantes. Que savaient les parents des intentions de leur fils et quand l'ont-ils su? Comment Thomas a-t-il eu accès à l'arme à feu et ses parents étaient-ils au courant de ses projets? Andrew Willinger, directeur exécutif du Duke Center for Firearms Law, souligne que pour que les parents de Crooks soient tenus pour responsables, il faudrait que les circonstances soient terribles. Cela signifierait qu'il y ait eu plusieurs signes d'alerte grave sur une période prolongée et que les parents aient été directement impliqués dans l'accès de leur fils à l'arme à feu. À l'heure actuelle, la loi de Pennsylvanie ne tient pas les parents pour responsables de l'absence de sécurisation des armes à feu de leurs enfants adultes, ce qui rend les répercussions juridiques moins probables. Par ailleurs, le cas d'Ethan Crumbley constitue un précédent important. Ses 2 parents ont été condamnés à une peine de prison après avoir été reconnus coupables d'homicide involontaire. Ils avaient offert à Ethan l'arme utilisée lors de la fusillade quelques jours avant l'attentat et avaient ignoré les nombreux signes de détérioration de son état mental. De même, les conséquences juridiques éventuelles pour les parents de Thomas Crooks dépendront des détails de leur implication ou de leur négligence. Le fait que Matthew Crooks ait contacté la police de manière proactive peut jouer en leur faveur, suggérant une tentative d'empêcher la tragédie. Alors que les enquêteurs continuent de fouiller les antécédents de Thomas Crooks, l'accent sera mis sur la compréhension de l'étendue des connaissances et de l'implication de ses parents. Le FBI mène une enquête minutieuse et la décision finale quant à d'éventuelles inculpations reviendra au procureur qui devra peser soigneusement tous ces facteurs. Cependant, il existe un autre coupable qui a été constant dans toutes les tentatives d'assassinat. Les armes. Lorsque des balles ont atteint l'ancien président Donald Trump le 13 juillet, le débat sur les armes à feu, profondément ancré aux États-Unis, est revenu sur le devant de la scène. Historiquement, les attaques contre les présidents américains ont conduit à des changements majeurs dans la législation sur les armes à feu, mais cette dernière tentative a montré à quel point la nation reste divisée. Selon le Washington Post, environ un adulte sur 20 aux États-Unis possède un AR-15, mais tout le monde n'est pas fan de cette arme. Dans les jours qui ont suivi l'attentat, au cours duquel M. Trump a évité de justesse la balle d'un tireur embusqué, les opinions polarisées du pays sur les armes à feu se sont manifestées au grand jour. Le président Biden et les principaux défenseurs du contrôle des armes à feu ont rapidement appelé à une interdiction nationale des AR-15, l'arme utilisée lors de l'attentat. Ils affirment que ces armes à feu sont au cœur de l'épidémie de violence. De leur côté, les républicains et les groupes de défense des droits des armes, dont l'influente National Rifle Association, NRA, ont farouchement répliqué. Ils ont affirmé que le véritable problème n'était pas l'arme, mais une défaillance colossale en matière de sécurité. Historiquement, les tentatives d'assassinat de personnalités telles que John F. Kennedy et Ronald Reagan ont conduit à d'importantes réformes de la législation sur les armes à feu. Mais dans le climat hyper partisan d'aujourd'hui, peu de gens s'attendent à ce que Trump ou le GOP reviennent sur leur défense acharnée du deuxième amendement. La Convention nationale du Parti républicain qui s'est tenue cette année à Milwaukee a mis en lumière la relation complexe qu'entretiennent les États-Unis avec les armes à feu. Les délégués ont arboré des bandeaux d'oreilles en signe de solidarité avec Trump et un groupe de défense des droits des armes a tiré au sort un AR-15. Pourtant, au cours de la célébration, un homme a été arrêté près de la salle avec un pistolet AK-47.
Dans son long discours de remerciement, M. Trump a raconté la tentative d'assassinat dont il a été victime, mais a évité de parler de la politique en matière d'armes à feu. Le Parti démocrate, quant à lui, continue de prôner une législation plus stricte sur les armes à feu, notamment en interdisant les armes d'assaut et les chargeurs de grande capacité. M. Biden, en campagne à Las Vegas, a insisté sur la nécessité d'agir. Un AR-15 a été utilisé pour abattre Donald Trump. C'est la même arme qui a tué tant d'autres personnes, y compris des enfants. Il est temps de les interdire. Les défenseurs des droits des armes à feu soutiennent que l'accent devrait être mis sur les failles de sécurité qui ont permis au tireur, identifié comme Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans, de tirer sur M. Trump. M. Crooks, qui utilisait un AR-15 DPMS Panther Arms acheté par son père il y a plus de 10 ans, a pu se positionner sur un toit avant d'être abattu par les tireurs d'élite des services secrets. Si le mobile de Crooks n'est pas clair, les groupes de défense des droits des armes à feu, comme la NRA, maintiennent qu'aucune loi sur le contrôle des armes à feu n'aurait pu empêcher l'attaque. Ils affirment également que l'interdiction des AR-15 ne ferait pas de différence significative, car d'autres armes à feu pourraient être tout aussi efficaces, sinon plus, dans de tels scénarios. Chris Brown, actuel président de Brady United, espère que la fusillade incitera les républicains à revoir leur position, comme l'a fait Jim Brady après avoir été blessé lors de la tentative d'assassinat de Reagan en 1981. M. Brady, républicain de toujours, a œuvré à l'adoption de la loi Brady de 1993 et de l'interdiction fédérale des armes d'assaut de 1994, le soutien de M. Reagan lui ayant fourni une couverture politique cruciale. Cependant, il est essentiel de noter que Reagan, alors qu'il était au pouvoir, a signé la loi de 1986 sur la protection des propriétaires d'armes à feu qui assouplit les lois existantes sur les armes à feu. Cette loi, tout en interdisant les nouvelles mitrailleuses, empêchait également le gouvernement fédéral de tenir un registre des armes à feu. Les assassinats des années 1960, notamment ceux de John F. Kennedy, de Robert Kennedy et du Dr Martin Luther King Jr., ont également suscité des discussions nationales sur les armes à feu qui ont abouti à la loi sur le contrôle des armes de 1968, l'un des textes législatifs les plus complets en la matière. Il est donc clair que si la tentative d'assassinat de Trump a relancé le débat sur les armes à feu, les profonds clivages partisans rendent improbables des changements significatifs. Mais malgré tout le drame et la fanfare, Trump prend bien cet assassinat, qu'il a d'ailleurs fait remonter dans les sondages. L'assassinat de Trump après l'échec. L'assassinat manqué de Trump, qui a failli être une véritable tragédie, a placé les services secrets sous les feux de la rampe et les appels à la responsabilité se font de plus en plus pressants. Le président de la Commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, Mark Green, a pris les devants en demandant la démission de la directrice des services secrets, Kimberly Cheatle. Monsieur Green est furieux de ce qu'il qualifie d'excuses absurdes de la part de Madame Cheatle, qui a affirmé qu'il était impossible de positionner des contre-tireurs en raison de l'angle du toit du tireur. Monsieur Green estime qu'il s'agit d'une tentative flagrante de détourner la responsabilité et insiste sur le fait que la démission de Madame Cheatle est nécessaire pour le bien de la sécurité nationale. Pour ajouter au drame, Trump lui-même est entré dans la mêlée. Dans une interview, il a révélé qu'il n'avait jamais été averti de la présence du tireur avant de monter sur scène. « Personne ne l'a mentionné, personne n'a dit que c'était un problème », a déclaré M. Trump, exprimant sa colère de ne pas avoir été alerté alors que les services secrets avaient repéré le tireur. La controverse s'intensifie alors que les républicains de la Chambre des représentants s'apprêtent à voter sur la création d'un groupe de travail spécial chargé d'enquêter sur la fusillade. Ce groupe de travail, proposé par le député Mike Kelly, a pour objectif d'examiner en profondeur ce qui s'est passé et de demander des comptes aux responsables. Composé de 6 républicains et de 5 démocrates, ce groupe de travail devrait présenter ses conclusions d'ici le 13 décembre 2024. Pour ajouter à la pression, le représentant démocrate Brendan Boyle s'est joint à l'appel à la démission de M. Cheatle. Par ailleurs, l'ancien médecin de Trump à la Maison-Blanche, le député Ronny Jackson, suit de près le rétablissement de ce dernier. Il a confirmé que l'ancien président se porte bien, même si la balle a failli causer des blessures graves. Alors que la Commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants s'apprête à se rendre sur le site de la fusillade de Butler, en Pennsylvanie, le pays suit de près l'évolution de la situation. L'enquête sera cruciale pour déterminer qui est en tort et comment prévenir de telles failles de sécurité à l'avenir. La tentative d'assassinat de Donald Trump a mis en évidence des problèmes majeurs en matière de sécurité présidentielle et a lancé un grand débat sur les responsabilités. Des voix s'élèvent pour réclamer des démissions et un nouveau groupe de travail est en cours de formation. Les prochains mois seront importants pour résoudre ces problèmes et assurer la sécurité des futurs événements présidentiels. Mais s'il est une chose claire, c'est que le paysage politique est en train de changer. Quelque chose a changé. La cote de popularité de M. Trump, qui se situait entre 30 et 30% pendant la majeure partie des années qui ont suivi sa présidence, a grimpé à 40% à la suite des récents événements, soit sa cote la plus élevée depuis 4 ans.
Cette hausse intervient alors que les critiques se multiplient à l'encontre du président Joe Biden, dont la cote de popularité est tombée à 32%, le rendant moins populaire que Trump pour la première fois depuis des années. Ce sondage reflète le mécontentement croissant des électeurs à l'égard de Joe Biden, y compris une part importante des démocrates qui soutiennent désormais son retrait. En revanche, la vice-présidente Kamala Harris, qui est désormais la candidate démocrate présomptive après la décision de M. Biden de se retirer de la course, affiche des chiffres prometteurs. Mme Harris n'est distancée que de 2 points de pourcentage par M. Trump au niveau national, les sondages l'accréditant de 46% contre 48% pour M. Trump. Il s'agit d'une amélioration par rapport à la performance de Biden, qui accusait un retard de 3 points de pourcentage. Mme Harris obtient également de meilleurs résultats que M. Biden dans des États clés tels que la Pennsylvanie et la Virginie. En Pennsylvanie, Harris ne perd qu'un point, alors que Biden n'a qu'une courte avance, et elle mène avec une marge plus confortable en Virginie. L'évolution des chiffres de Harris est notable. Elle a fait des progrès significatifs par rapport au début de l'année, lorsqu'elle talonnait Biden avec une marge considérable. L'amélioration de ces résultats parmi les principaux groupes démographiques, les électeurs noirs, les jeunes électeurs et les femmes, reflète son attrait croissant en tant que candidate susceptible d'unifier la base démocrate. Cependant, les événements récents ont créé une atmosphère dramatique autour de l'élection. La tentative d'assassinat de M. Trump a non seulement alimenté sa campagne en augmentant sa cote de popularité, mais a également intensifié l'examen du rôle et de l'efficacité des services secrets. Le président de la Commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, Mark Green, a exigé la démission de la directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, l'accusant de ne pas assurer une sécurité adéquate et de rejeter la responsabilité sur les forces de l'ordre local. Les retombées de cette faille de sécurité ont créé un environnement tendu, avec un groupe de travail de la Chambre des représentants chargé d'enquêter sur la fusillade et ses implications. Pendant ce temps, la campagne de Donald Trump tire parti de cette nouvelle attention, tandis que les démocrates se démènent. Alors que la saison électorale s'accélère, le contraste entre la remontée de Trump après la fusillade et l'amélioration des chiffres de Harris montre une course très volatile et compétitive. Les deux candidats étant confrontés à des défis et à des opportunités considérables, les mois à venir seront déterminants pour l'issue finale de la course présidentielle de 2024. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Consultez nos autres vidéos pour découvrir d'autres contenus passionnants.